Bonjour à tous. Comme pour le musée Jacques Marandré, cette année j'ai eu l'occasion de me rendre dans un musée que je désirais ardemment découvrir, mais que je n'ai pas pu arpenter avant pour les mêmes raisons que je vous ai citées dans le premier épisode de cette émission. Je vous propose aujourd'hui de me suivre pour une visite critique du musée Marmottan-Monet. Collection, prestations, muséographie, espace, interrogeons-nous sur la qualité proposée par ce temple de l'art. Jules Marmottan était le président de la compagnie minière de Bruay dans le Pas-de-Calais de 1862 à 1873. Ayant occupé les fonctions d'avocat, de maire et de trésorier, il acquiert une certaine fortune qui lui permet de rassembler de nombreuses pièces datant du Moyen Âge et de la Renaissance. Peu avant sa mort survenue en 1883, il achète en 1882 l'ancien pavillon de chasse du dernier duc de Valmy, le transforme en hôtel particulier et y entrepose sa collection. Son fils Paul Marmottan, écrivain et critique d'art, consacra pour sa part sa collection à tout ce qui touche Napoléon Bonaparte et le Premier Empire, et fut l'un des instigateurs du retour au goût néoclassique en France au début du XXe siècle. Il lègue l'hôtel particulier à sa mort en 1932 à l'Académie des Beaux-Arts. 2 ans plus tard, le musée ouvre ses portes et reçoit depuis et de façon régulière des dons d'origine prestigieuse, notamment en 1966, date à laquelle Michel Monet, le second et dernier fils du peintre Claude Monet, se tue dans un accident de voiture et lègue l'intégralité de la collection de son père, et en 1996 la création de la fondation Denis et Annie Roire. Le musée devient alors un haut lieu de la peinture impressionniste, en présentant des œuvres de Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Morisot et Julie Manet, mais aussi d'artistes plus inclassables comme Édouard Manet et Edgar Degas. Le musée Marmottan-Monet, Marmottan, Monet, Mar, Mo, Marmot, se situe dans un quartier agréable de la capitale, à proximité du parc du Ranelagh. Je me souviens, il faisait beau lorsque j'y suis allé. Le ciel était bleu, l'air était bon, et le soleil caressait ma chair de sa douce chaleur. Soudain, de derrière les arbres, la silhouette du bâtiment surgit dans un éclat jaune. À l'extérieur, les files d'attente étaient si désespérément vides que les barrières de sécurité ne servaient à rien. En somme, tout me laissait présager d'une bonne visite. L'accès s'élève à 11 €, 7,50 € avec ma carte d'étudiant. Et c'est là que ça a commencé. Ce musée est assez particulier car il se divise en 2 parties, celle de Marmottan et celle de Monet. Pour les besoins de cette critique, je vais noter les deux séparément. La partie Marmottan concerne le rez-de-chaussée et l'étage. La première salle, circulaire, a été une bonne première impression, car le mobilier, les ornements et les objets étaient indiqués par des cartels, ce qui annonçait une décoration mise à l'honneur. Et je n'ai pas été déçu, les lustres et autres chandeliers étaient toujours indiqués au même titre que les peintures et les sculptures. Mais cette salle accueille également la première œuvre que je tiens à vous présenter, la maison de campagne dans les environs de Paris d'Alexandre Pau de Saint-Martin. Les couleurs lumineuses offrent une vision très douce, paisible. La ligne d'horizon placée très bas permet au ciel d'occuper une part importante et de voir ainsi se distinguer les cimes des arbres. Quelques personnages vivent dans la composition, mais leur petitesse et leur calme donnent à l'ensemble un charme bucolique, une atmosphère plaisante et sereine. Nous arrivons ensuite dans un couloir, et une seconde salle s'ouvre sur notre droite. Celle-ci est dédiée aux impressionnistes. Moins d'une dizaine d'œuvres sont présentes, mais nous pouvons en remarquer 3 qui se distinguent des autres. Cette rue de Paris Temps de pluie est une esquisse à l'huile sur toile préparant la version définitive de l'un des chefs-d'œuvre de Gustave Caillebotte. Issu d'une famille déjà fortunée, Caillebotte était celui qui avait le moins besoin d'argent parmi les impressionnistes, raison pour laquelle il aida beaucoup de ses confrères en achetant leurs toiles, acquérant au fil des années une collection considérable qu'il légua à l'État à sa mort. De même, parmi ce groupe, il est celui qui pratiqua la touche la plus léchée, si bien qu'il est surprenant de voir ici l'une de ses préparations qui confirme bel et bien son appartenance au style impressionniste. La composition et les figures sont d'ores et déjà dressées, le sujet de la vie mondaine parisienne est établi, les couleurs sont toutes trouvées, la recherche du jeu des reflets est aboutie. Ajoutez quelques calèches, des figures à l'arrière-plan, appliquez la minutie qui caractérise ce peintre, resserrez le cadre mais agrandissez le format, et vous obtiendrez la version qui est aujourd'hui exposée au Institute of Art de Chicago. Nous retrouvons ici le chef de file du mouvement impressionniste, portraituré ici par son ami et second représentant du groupe, Pierre-Auguste Renoir. Claude Monet est en train de lire assis sur une chaise en bois qui n'est visible que par l'accoudoir. La vision rapprochée nous impose une proximité avec le modèle, car on ne voit que la main droite qui tient le journal froissé. Son visage est ombragé par son chapeau, et seulement par endroits la lumière vient en révéler les volumes. Le lobe d'oreille, la joue, la barbe, le bout du nez. Un peu plus loin, le bout de la pipe brûle en fumée bleue devant un fond neutre.
La touche de Renoir est très douce, tendre malgré l'énergie avec laquelle il devait distribuer les couleurs sur la toile. Progressivement, il arrive à donner au pli une consistance, par la multiplication des traits de peinture. En regardant d'assez loin l'allée de sapins à Varangeville, nous n'imaginons pas le nombre de coups de pinceau qu'il a fallu à Claude Monet pour reproduire l'aspect de ce lieu. Le feuillage des arbres est tantôt représenté par de larges bandes, tantôt par des traits fins. Pour donner au ciel une atmosphère chaude, il n'hésite pas à le doter de traits rosés, tout comme il le fait avec le sol en le ponctuant d'ocre, d'orangé et de mauve. L'ombre très foncée des pins est jetée au sol juste à côté d'un vert très clair. Le peintre ne semble pas soucieux d'observer les mêmes mouvements. Il brosse la toile avec des coups verticaux, horizontaux, diagonaux, faisant vibrer le tableau autrement que par les teintes. Après la salle des impressionnistes, nous débouchons dans plusieurs pièces dédiées à des thèmes liés au Premier Empire. Le château de Laxenbourg, près de Vienne, est une œuvre étonnante de Jean-Joseph Xavier Bidault. Un couple se dirige vers une barque pour rejoindre le fameux château à l'arrière-plan, mais la terre n'occupe qu'un quart de la hauteur du tableau, même le pin situé à gauche ne parvient pas à être aussi haut que le cadre. Le sujet n'est donc pas tant l'histoire de ces amoureux qui se sont exilés un temps, que la grandeur et la beauté de la nature qui les environne. L'eau est calme, la végétation verdoyante, le ciel se découvre et la lumière tombe doucement vers le soir. Mais c'est lorsque je me suis rendu à l'étage que j'ai découvert le portrait en pied d'un officier de la République cisalpine à Florence, de Louis Goffier. Le jeune homme arbore fièrement son élégant uniforme noir, qui détache sa silhouette du décor. Il se trouve seul dans ce qui semble être une cour de maison ou une ruelle de village assez pittoresque, étant donné l'état du pavement et l'herbe qui se faufile sous les dalles. Le lieu est en tout cas assez ombragé pour mettre suffisamment en valeur le Palazzo Vecchio, situé au fond, et le jeune officier au premier plan, tous deux baignés par la lumière du soleil toscan. La suite de la visite est consacrée à des femmes peintres, mais impressionnistes encore une fois. Il y a quelques œuvres de Julie Manet, la nièce d'Édouard Manet, qui sont présentées, mais il y a aussi et surtout un important espace consacré à sa mère, Berthe Morisot, dans lequel on peut voir Eugène Manet et sa fille au jardin de Bougival. Berthe Morisot était la compagne d'Eugène Manet, le frère d'Édouard Manet. Elle dépeint donc ici son époux et sa fille Julie en train de jouer. Les jambes d'Eugène servent de support au plateau de Julie, preuve de la complicité et de l'amour que les deux se portaient. La touche est bien distincte, comme on peut raisonnablement s'y attendre de la part d'un peintre impressionniste. Mais contrairement aux œuvres que j'ai citées plus tôt de Renoir et de Monet, la vision d'ensemble qu'offre Morisot reste diffuse. Les marques de pinceau et traînées de couleurs demeurent bien apparentes et ne se mélangent pas une fois que nous nous éloignons. Vers le cadre, elle laisse même la végétation s'estomper. Le jardin à Bougival se trouve à un autre degré d'exécution. Cette fois, non seulement les bords sont dénudés de couleurs, mais c'est l'ensemble de la toile qui est imprécise. Nous distinguons à peine les éléments d'architecture qui délimitent le jardin, et Morisot ne décrit vraiment que les boutons de fleurs. Tout n'est plus qu'un assemblage de teintes rouges, roses, jaunes et orangées sur un tourbillon vert qui s'étale de façon très inégale, tantôt pâle, tantôt foncé. Mais dans cette énergie colorée, ce souci de simplicité parvient à nous faire imaginer l'apparence du jardin. Une économie de moyens qui démontre bien la dextérité de Berthe Morisot, à quel point elle avait compris le rôle de la couleur et mérité l'admiration des autres peintres du groupe. Je suis resté de très longues minutes à observer les branches d'oranger, car cette toile constitue un exemple technique. Morisot représente le tronc sur le bord droit. Elle se sert de la surface de la toile restée visible pour bien le faire ressortir et vient signifier d'un cerne noir l'entrelacs des branches. Elle passe ensuite au feuillage, un enchevêtrement de vert, de jaune et de bleu qui découpe le ciel. La couche de peinture se fait plus épaisse et marque la rondeur des oranges qui viennent finalement se perdre dans des nuances lumineuses. Le sujet n'est plus les oranges, mais la vision du peintre. Malgré l'omniprésence du vert, la peinture réussit à avoir une atmosphère chaude. Elle réussit à nous faire ressentir le soleil, le magma diffus des formes et des couleurs pour un œil ébloui. Il est maintenant temps de passer à la critique. Les photos sont autorisées, ne vous réjouissez pas trop vite. Le décor est beau, c'est indéniable. Mais il est surtout discret, il n'a pas le raffinement de Jacques Marandré, ce qui met en évidence l'aspect vide des murs, auquel il faut ajouter l'absence totale d'explications sur les œuvres. J'ai en effet souvent eu le sentiment d'avoir déjà fini une partie, que cela a été trop court, et ce pour deux autres raisons, l'incohérence des salles et un parcours hasardeux.
Le second point est vraiment à appliquer au seul rez-de-chaussée. C'est un petit dédale, toutes les salles communiquent entre elles, et vous revenez facilement 2 fois dans une même pièce de peur d'avoir raté quelque chose. Soit dit en passant, la sortie du musée se fait par le magasin. Mais le pire selon moi, c'est vraiment l'incohérence des salles. De la monarchie de Juillet, on arrive aux impressionnistes, on se rend au Premier Empire, le couloir et l'étage mêlent Premier Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, un petit détour au Moyen-Âge, on retourne au Premier Empire et on finit par les impressionnistes. C'est incompréhensible. Je tiens tout de même à signaler que cette dernière partie impressionniste est rafraîchissante car elle est consacrée à 2 femmes peintres, Berthe Morisot et Julie Manet. On passera sur le fait que les cartels n'indiquent jamais les dimensions. Par contre, il y a de toute évidence un problème concernant l'agencement et l'exposition des œuvres, qui sont dignes d'un débutant. Je l'avais évoqué lors de la critique du musée Jacques Marandré, lors des salons, les murs étaient littéralement tapissés de tableaux. Je n'ai donc aucun problème concernant la volonté de reproduire ce schéma. Mais n'importe qui admettrait que placer ces portraits de faible dimension en hauteur est purement insensé. Absurde. Comment pouvons-nous penser un seul instant que les visiteurs peuvent apprécier la touche ou le dessin des œuvres les plus hautes? Et je ne parle pas de l'identification des portraiturés et des peintres. Alors, œuvre numéro 47, c'est la 3e en partant de la droite, 4e rang. De même, placer des œuvres derrière des meubles qui nous empêchent d'approcher, ou bien mettre des tableaux relativement grands dans un couloir assez restreint, trahit une mise en scène et une mise en valeur des œuvres inefficaces. La partie médiévale est celle qui en souffre le plus. Bien qu'intéressante et présentant des œuvres qui auraient mérité leur place parmi celles que j'ai aimées, je n'ai malheureusement pas pu les apprécier à leur juste valeur. Un espace trop sombre, qui engendre un éclairage trop fort, qui se réfléchit dans les vitres. Autant dire un désastre total en ce qui concerne la prise de photos, ce qui mérite un gros point négatif. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas été glorieux, et que la partie marmottant ne m'a pas laissé un souvenir impérissable dans le bon sens du terme. Il est maintenant temps de passer à la critique de la partie Monet. Pour y accéder, il faut descendre en sous-sol, sous le jardin du musée. Nous sommes accueillis par le très beau buste de Philippe Garrel, représentant l'immense peintre. Seul sur son mur, la sculpture donne un aperçu du reste de l'exposition. Des œuvres relativement esselées, un espace plutôt vide. J'allais ensuite à la rencontre des premières œuvres, et alors je ne dirais pas qu'elles sont esselées, mais isolées ou relativement espacées les unes des autres du fait de leur grande dimension. Je dirais vide en revanche, car aucun cartel ne va plus loin que l'affiche de l'œuvre. Sans les dimensions, cela va sans dire. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Mais vide veut également signifier un espace aéré, qui permet de prendre le recul nécessaire lorsque nous en avons besoin. Nous pouvons nous éloigner pour admirer l'ensemble, l'atmosphère générale, mais nous pouvons aussi nous rapprocher pour côtoyer la touche et apprécier la technique de l'artiste. Ajoutez à cela une lumière claire, juste ce qu'il faut d'éclairage sur les œuvres, et toutes les conditions sont réunies pour une appréciation parfaite. Je dirais même mieux, la mise en scène arrive à nous faire ressentir le travail de Claude Monet, tout cela sans nous expliquer la moindre œuvre dans les cartels. Oui, c'est vrai, je suis le premier que cela horripile de n'avoir que la fiche d'identité de l'œuvre, même pas complète en plus, sans pouvoir rentrer dans son histoire, dans la démarche créatrice de l'artiste, dans son contexte historique. Mais il faut bien admettre que dans ce cas, la mise en scène fonctionne, grâce à toutes les raisons que je vous ai précédemment évoquées. L'absence d'explication nous incite, même, que cela soit par la taille des œuvres ou la proximité à contempler, à nous égarer. Nous sommes libres de nous faire notre propre idée sur ce que cela nous inspire, sur ce que l'artiste a voulu nous transmettre ou ce que lui-même a pu éprouver. Le seul grand bémol impardonnable pour ce qui est du manque d'explication dans cette partie du musée concerne le tableau Impression Soleil Levant, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre de Monet, pièce maîtresse de l'impressionnisme qui a écrit l'histoire du groupe impressionniste, sans laquelle les impressionnistes ne s'appelleraient pas les impressionnistes. L'œuvre est bien entendu isolée sur un pan de mur qui lui est propre, dans une alcôve telle une icône, bien distincte des autres à la seule place qu'elle mérite. Nous comprenons que cette œuvre est de premier ordre, mais aucun texte n'explique pourquoi elle est importante. Et c'est précisément là et à ce seul moment qu'il fallait le faire. Outre le chef-d'œuvre, donc Impression Soleil Levant, et l'une des versions de la cathédrale de Rouen, les 3 peintures que j'admire le plus dans cette partie du musée sont les suivantes.
Le mont Colzas, en Norvège, nous rappelle que Claude Monet n'a pas seulement peint en France, mais également en Italie, où il séjourne à Venise, en Angleterre pour sa série des Parlements de Londres, aux Pays-Bas, et donc en Norvège, où il consacre une série de peintures représentant le site du mont Colzas. La série est par conséquent une logique très ancrée dans sa production artistique. Elle lui sert à capter tous les changements de lumière pour pouvoir tirer les particularités d'un lieu à différentes heures de la journée et sur plusieurs jours. Ici, une lumière chaude baigne la montagne tandis qu'en contrebas, la vallée est ombragée. Monet représente la forêt un arbre après l'autre, par des hachures vert sombre sur une préparation grise-bleue. Il obtient ainsi un résultat froid contrebalancé par le premier plan qu'il recouvre d'une épaisse couche de blanc mêlée à du jaune. La neige reflète le ciel. Cet endroit évoquait à Monet le célèbre Fujiyama. Les deux versions de la maison vue du jardin aux roses m'ont interpellé de très loin. Je me suis littéralement précipité du bout du couloir jusqu'à cette dernière salle, captivé par des couleurs si vives qui s'entrechoquaient. De près, le combat continuait encore, plus intense qu'à l'horizon. En 1922, Monet souffre d'une déficience de la cataracte. Lui, le maître de l'impressionnisme dont le travail était une quête continuelle de la recherche des jeux de lumière, était en train de perdre la vue. Il en résulte un enchevêtrement très confus, où les teintes se chevauchent, se conquièrent les unes les autres, sans que nous sachions laquelle prend le dessus. Mauve, orange, jaune, vert, bleu, Monet est en train de se débattre. Il accepte finalement de se faire opérer en 1923, et soudain, surplombant le paysage, l'éclat du soleil vient taire le tumulte des arbres. Le jaune apparaît puissant, triomphant, distribuant à l'ensemble de la scène une atmosphère chatoyante. Suite à la vision brutalement belle et émouvante que j'ai ressentie pour ces deux œuvres, je me suis redirigé au centre de la salle pour reprendre mes esprits et ma visite, où je les avais laissés. J'ai finalement été apaisé par cette version des Nymphéas. La vision du bassin de Giverny est calme, reposante. L'arbre qui surplombe la mare s'y reflète, et le feuillage parcourt la toile en diagonale, comme pour séparer les deux groupes de nénuphars situés dans les coins inférieurs gauche et supérieur droit. La taille du tableau est importante. Elle accentue l'étendue des couleurs et l'on viendrait volontiers s'y perdre en parcourant les nuances dans l'onde. Il est maintenant temps de conclure. Vous avez vu que dans cette critique, j'ai été maintes fois tiraillé entre une humeur euphorique et une profonde déception concernant le musée Marmottan-Monet. C'est pourquoi j'ai choisi au début de mon analyse de séparer les deux parties de l'établissement, car la partie Monet ne devait absolument pas pâtir des défauts de la partie Marmottan. La note globale s'élève donc à 5,5 sur 10. Mais, c'est une note sensiblement meilleure que celle que j'ai attribuée au musée Jacques Marandré. Ce qui sous-entendrait que je me suis plus plu à Marmottan-Monet qu'à Jacques Marandré. Bien au contraire, je me suis infiniment plu au musée Jacques Marandré, malgré les défauts que j'y ai relevés. Marmottan-Monet ne doit cette note qu'à la partie Monet, qui est incontestablement et autrement mieux agencée que la partie Marmottan. En plus du nombre de toiles présentées, voilà pourquoi je lis partout qu'il s'agit d'un des hauts lieux de l'impressionnisme, alors que la famille Marmottan n'a jamais collectionné les œuvres de ces peintres. Peut-être faudrait-il reconsidérer le nom du musée et l'appeler Monet-Marmottan, simplement Monet, ou peut-être musée de l'impressionnisme. En tout cas, je suis le premier à déplorer que les collections sur le Premier Empire et le Moyen-Âge ne bénéficient pas du même intérêt. Sur ce, bonne visite et à bientôt. Sur ce, bonne visite et à bientôt. Bisous. Refais. Bisous. C'est des cadeaux. Ah oui, les studios. Allez me suivre sur Instagram, Clara, c'est là, CRA-du-BAC, CRA2FE, abonnez-vous, bisous, je mets des photos du ciel. Ce sera rajouté, en vrai.
À la fin de la vidéo, à la fin des crédits.